Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Holacracy au service du business. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui en virtuel Alexandre Gauthier de la société Telecom SA, qui est une entreprise suisse romande qui apporte des solutions innovatrices dans le domaine des infrastructures informatiques complexes qui englobent les systèmes, les réseaux, la sécurité ainsi que des solutions pour la gestion de l'information. Alexandre est l'un des 4 directeurs associés. Et le 14 février 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez ratifié donc tous les 4 la constitution de la Tébicratie, qui est un management constitutionnel basé sur Holacracy. Alexandre, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et on a également le plaisir d'échanger avec Bernard-Marie Chiquet. Donc, tu es chercheur en nouveau mode de gouvernance, entrepreneur et dirigeant de grandes entreprises. Et en 2008, tu as fondé l'Institut de recherche IGI et créé le management constitutionnel. Il va même y avoir un livre qui va sortir prochainement sur le sujet. Bonjour Bernard-Marie. Oui, bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va commencer d'abord par quelques questions que j'ai préparées pour pouvoir entamer la discussion. Et puis ensuite, on ouvrira les questions aux participants. Donc, je rappelle, vous cliquez sur le petit bouton QR pour poser vos questions. Vous pouvez les poser au fil de la conversation, ça ne gênera pas. Je les prendrai tout à l'heure quand on aura terminé le premier échange. Alors, une première question pour toi, Alexandre. Comme vous êtes parti en Tébicratie pour plusieurs raisons, dont les raisons que j'ai notées qui sont mettre les compétences à la bonne place, assurer une certaine capacité d'adaptation du marché et aider à avoir une organisation plus claire. En quoi ces éléments vont vous permettre d'être plus excellent dans votre business? Alors, je pense que la compétence à la bonne place, c'est vrai que j'aime bien cette phrase. Pour moi, je pense que l'holacratie nous apportera beaucoup là-dessus parce que ce qu'on se rend compte quand on crée un business, on a une compétence première qui est celle qui était nos études ou celle qui a fait qu'on a créé la boîte. Et puis, indirectement, quand il y a croissance, il y a des choses qui arrivent, donc il faut gérer la croissance, il faut gérer des gens, il faut commencer à faire tout un tas de trucs qui n'étaient pas spécialement nos compétences. Puis indirectement, en tout cas moi, j'ai ressenti ça, je me suis retrouvé dans une position qui n'était pas spécialement celle qui me faisait vraiment me lever le matin. Puis je me disais, mais c'est quand même assez incroyable parce qu'on crée une boîte, donc le but c'est de s'éclater dans cette boutique. Donc, c'est de mettre nos compétences où elles sont bonnes. Puis d'un seul coup, indirectement, on devient des managers. Et puis, je le dis, mais waouh, c'est pas comme ça que je voyais un petit peu l'avenir. Donc, du coup, on se dit, ah, mais mettre les compétences à la bonne place, ça passe déjà par ces managers parce que moi, j'ai peut-être pas spécialement envie de devenir manager. J'ai peut-être envie de rester dans la compétence première qui était celle qui était où je suis bon, où c'est important pour la boutique. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a aussi le fait que quand on grandit, on adopte une méthode de recrutement qui est le cahier des charges, dans lequel on poste un cahier des charges, les personnes remplissent un cahier des charges. On se rend compte que ce cahier des charges, potentiellement, on y répond plus ou moins à X dizaines de pourcents. Et puis, on se retrouve avec tout un tas de personnes qui potentiellement pourraient très bien faire quelque chose dans la boîte, mais du fait qu'elles aient été engagées par un certain, je dirais, canal, ce n'est pas spécialement à elles qu'on va penser pour potentiellement remplir d'autres rôles qui seraient aussi importants pour la boîte. Donc là, il y a une notion aussi où finir en fonction de l'évolution de la boîte, en fonction de l'évolution aussi personnelle des gens, on est dans la tradition de suivre, de faire des entretiens de fin d'année, de faire tout un tas de choses, de suivi des objectifs et tout, pour essayer que les deux matchent un petit peu dans le temps, mais sans avoir peut-être l'entièreté de l'organisation en vue qui pourrait dire, ah bah tiens, moi, je sais pas, dans mon temps libre, j'adore faire telle et telle chose, et puis je vois qu'au sein de l'organisation, il y aurait un rôle dans lequel je pourrais sûrement apporter de la compétence pour la boîte, et je pourrais dire, ah bah tiens, même si j'étais engagé en tant que, je sais pas, ingénieur, je me sens une fibre commerciale, et puis du coup, je pourrais remplir un rôle.
Donc, en fait, on est toujours dans cette recherche de mettre la compétence à la bonne place et on pense, et on espère, mais je pense que l'holacratie pourra nous apporter quelque chose. Ensuite, au niveau de l'adaptation, c'est clair qu'on parle d'agilité. Alors, nous, en informatique, c'est vrai qu'avant, si une technologie sortait, on pouvait, entre guillemets, l'apprivoiser, la dompter et puis l'utiliser pendant quelques années. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'arrivée de tout un tas de technologies, style le cloud, c'est vrai que ça va vite. Alors, du coup, quand la boîte a pris une certaine ampleur, on n'est plus tant agile parce qu'il y a une notion de risque, on fait attention. Et on se rendait compte aussi que voilà, si on avait une idée, puis qu'on l'apportait, puis qu'on était un peu frais, style start-up, puis on arrive à une idée, ah ouais, on peut essayer, tac, on se rendait compte que gentiment, si on n'avait pas fait un business plan complet de l'idée, traiter toutes les exceptions qui pouvaient tourner autour de l'idée, à un moment donné, voilà, on n'avançait plus, c'était compliqué. Voilà. Maintenant, le but de faire une technique de petits pas, dire ok, voilà, tout le monde au sein de cette organisation la connaît, tout le monde connaît son job, surtout tout le monde connaît son job. Donc à un moment donné, moi je suis peut-être capable de pouvoir, à mon échelle, à l'échelle de mon rôle, de pouvoir faire en sorte de modifier ce qui pourrait apporter quelque chose à la boîte. Et ça, cette technique un petit peu des petits pas pour dire, OK, on essaye, puis on verra. Si la semaine prochaine, on se rend compte que ça ne joue pas, on change. Ça donne du dynamisme, ça donne un côté frais de nouveau à la boîte et ça évite justement cet embonpoint qu'on ressentait après 15 ans. Ensuite, il y a cette notion de clarté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses d'implicite dans une organisation. Et c'est vrai que l'implicite, pour finir, on se rend compte que ça… Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, si ça tue quelque chose, mais je dirais c'est du fait qu'on a plein d'implicites, on n'arrive pas clairement à avancer. Et puis comme on passe sur l'holacratie, puis qu'on utilise certains outils, alors nous on a utilisé Glassfrog, et qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'organisation, de pouvoir expliciter justement ce qui était implicite. Alors on ne parle pas de Shakespeare, mais on parle vraiment de dire ok, d'être super factuel, ça donne une légèreté de nouveau. On se dit ah ouais, mais je sais où je suis, je sais dans quel rôle je suis, je sais les redevabilités qu'il y a sur ce rôle et tout. Donc d'un seul coup, on commence à expliciter une organisation qui avant fonctionnait, mais on sentait que c'était pas optimal. Donc je dirais que oui, pour l'instant, j'en reste convaincu. On verra dans le temps, mais j'en reste convaincu. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, vous nous avez rappelé les raisons de votre départ en holacratie et le lien avec ce côté business. Bernard-Marie, donc toi, plus avec ta vision d'expert, c'est vrai que quand on parle d'entreprise libérée, l'emphase est souvent mise, on lit plein d'articles, et l'emphase est vraiment mise sur le collaborateur, le bien-être, la confiance, et finalement, on perd un peu cette notion de business. Donc, où est la place du business finalement quand on fait une transformation managériale, on passe en management constitutionnel, qui est pour moi l'élément essentiel d'une entreprise. Elle ne peut pas vivre sans business. Oui, c'est sûr. Tu m'entends là? C'est bon, le son est là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une espèce de… Comment dirais-je? Il y a du fond et en même temps, il y a une espèce de mode. C'est-à-dire que c'est politiquement correct de dire, voilà, on va recentrer tout sur l'humain, etc., etc., etc. Et c'est bien. Et il y a un vrai fond derrière, mais il ne faudrait pas non plus se réduire à ça parce que la plupart de la raison d'être des entreprises n'est pas forcément de développer les personnes. Les entreprises en général, ne sont pas des sociétés de thérapie au service du développement des personnes. Je fais exprès mon côté provocateur pour dire qu'il n'y a pas une polarité, il y en a plusieurs. Et j'aime bien citer Christophe Mistou, qui est le patron de Monsieur Bricolage, qui dit moi, je ne suis pas payé pour rendre les gens heureux. En revanche, je suis payé pour rendre l'entreprise beaucoup plus performante, et performante au sens de créer de la valeur plurielle, je ne parle pas que de l'aspect monétaire, pour qu'elle manifeste davantage ce vers quoi elle aspire à être, ce qu'on appelle la raison d'être révolutionnaire, qui est assez différente de la raison d'être telle qu'on l'utilise dans le cadre de la loi Pacte. Et il dit, pour faire ça, je change la façon d'organiser, la façon de fonctionner dans l'entreprise, et je constate que ça rend les gens plus heureux. Donc, c'est juste, je mets cette polarité-là pour qu'on arrête de se raconter des histoires ou qu'on raconte une partie du film seulement. Donc, les deux vont ensemble, c'est ça la beauté. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'on avait tendance à opposer économique et social. C'est la dualité dont essaye de sortir Danone depuis longtemps.
Et bien maintenant, il est probablement possible avec de nouvelles façons de s'organiser, de modes de gouvernance de type management constitutionnel, self-management constitutionnel, de type holacratie qui est probablement la forme la plus aboutie de constitution, de commencer à pas seulement caresser l'espoir, mais de rentrer de plein pied sur l'actualisation, de à la fois augmenter la performance de l'entreprise, donc dans sa capacité à manifester davantage sa raison d'être, c'est-à-dire de créer davantage de valeur plurielle, et en même temps, évidemment, les personnes qui vont créer cette valeur, c'est les collaborateurs dans leur rôle. Donc, il y a plein de mécanismes qu'offre ce management constitutionnel, cette holacratie ou cette télocratie, qui permettent à tout à chacun, c'est l'objectif, de créer davantage de valeur. Mais quand on met en place ces mécanismes pour les collaborateurs, en fait, on leur donne les rênes, on leur permet de prendre des initiatives, on leur permet de gouverner tout ce qui limite leur travail, on leur permet de ne plus dépendre de demandes qu'ils font des managers et qui restent parfois des semaines sans réponse. Donc, on leur permet d'être moins dans l'impuissance et donc de se développer. Donc, les deux vont ensemble. Et donc, plutôt que d'entreprise libérée, ça ne me parle pas du tout, mais peu importe, on pourrait parler d'expertise libérée, ce qui aurait plus de sens. Donc, au fond, si on arrive à libérer l'expertise de tout à chacun, de s'aligner dans sa zone de talent et que chacun ne perde pas de temps à faire des trucs qui sont inutiles, où il y a de la bureaucratie, où il y a des freins, des irritants, des machins, etc., où on a la puissance de gouverner, de supprimer tout ce qui est irritant, alors probablement que tout à chacun va créer plus de valeur. Et si tout le monde crée plus de valeur, ils vont être plus heureux. Et en même temps, l'entreprise va créer plus de valeur. Tu parles de mécanismes, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, par exemple, il y en a plusieurs. Par exemple, en fait, holacratie est une boîte à outils remplie de mécanismes, on pourrait dire ça. C'est une constitution. Et une constitution, c'est quoi? En tout cas, donc une constitution pour les organisations. On connaît ça dans les pays. Curieusement, c'est étonnant, mais on ne connaît pas ça dans le domaine de l'entreprise. Donc, on rétrograde à chaque fois qu'on met les pieds dans une entreprise, ce qui est quand même hallucinant quand on prend du recul 2 minutes, mais ce n'est pas ça la question. La constitution, c'est un document dans lequel il y a un certain nombre de mécanismes. J'utilise le mot mécanisme parce que bien sûr, vous allez trouver un peu de descriptif, vous allez très peu, vous allez trouver des processus, notamment de réunion, mais surtout, vous allez trouver des mécanismes. Et quand j'utilise le mot mécanisme, c'est des notions de nudge, c'est-à-dire des choses qui vont permettre de guider au quotidien autrement que par le coaching et la formation, qui sont, on voit bien, limitatifs. Si on fait de la transformation juste avec du coaching et de la formation, en général, on ne va pas très loin. Enfin, c'est démontré depuis des dizaines d'années. Celui qui vous parle est un ancien dirigeant et consultant chez Ernst & Young. Donc, je sais bien quelles sont les limites de ces projets de transformation. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place des nudges, c'est-à-dire des mécanismes, c'est-à-dire des choses des contraintes, pas des contraintes, un cadre à travers d'outils très concrets, je vais en citer deux, trois, qui font que les évolutions de comportement sont inévitables. Par exemple, si on parle d'agilité, vous n'allez pas rendre vos entreprises agiles en mettant en place des processus agiles. Ça ne suffit pas, soyons sérieux. Si on veut vraiment de l'agilité, encore faut-il que tout à chacun, et ça se comprendra, c'est du bon sens, que l'ensemble des collaborateurs d'entreprise deviennent plus agiles. Alors, comment est-ce que vous faites pour que les personnes deviennent plus agiles? Vous les confrontez, par exemple, à une question qu'on utilise dans un processus qui est le processus de réunion de gouvernance, où on ne leur demande pas, quand on prend une décision collective après sur l'évolution de l'organigramme, on ne leur demande pas est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as une meilleure solution? Parce qu'évidemment, s'il y a des gens comme moi dans la salle, ça va durer des heures. On n'est évidemment jamais d'accord et on a évidemment toujours des meilleures idées que celui qui les a apportées. Ça, c'est clair. Bienvenue au club des êtres humains et un mental surdéveloppé, je ne suis pas le seul. Non, on leur demande est-ce que tu vois une raison qui fait que si on adopte cette proposition, si on prend cette décision, ça va nous causer du tort, nous faire régresser? Boum! Waouh, question qu'on ne pose jamais. Déjà, tu ne peux plus répondre en mode automatique, tu es obligé de réfléchir, ce qui est déjà une nouveauté. Là, je fais référence à la neuroscience qui montre qu'en fait, dans la plupart du temps, 80% du cas, on ne réfléchit plus directement, on répond de manière automatique. Donc déjà, on réfléchit. Et là, on réfléchit, est-ce que vraiment ce qui vient d'être proposé, cette décision, si on la prenait, ça va causer du tort? Et si la réponse est non, on avance. C'est ça l'agilité. On cherche le minimum suffisant pour avancer. On fait confiance. Ça, c'est de la confiance en action. Ce n'est pas des vœux pieux ou des valeurs qui sont accrochées dans les ascenseurs et dans les… Donc ça, c'est un mécanisme. Un autre mécanisme, c'est le rôle, la notion de rôle. La notion de rôle où, effectivement, lorsque vous êtes affecté, donc qui crée un contenant dans lequel vous avez de manière explicite un langage commun. Tout ça est sur le logiciel Glassfrog pour Alexandre Tebicom, mais il y a aussi un super logiciel auquel on a contribué, qui est l'équivalent de Glassfrog, qui s'appelle Hola Spirit. Eh bien, lorsque je suis affecté à ce rôle, eh bien, j'ai mes autorités qui sont explicites et mes autorités sont connues aux yeux de tous. Donc, comment dirais-je, il y a une architecture visible, un mécanisme qui fait que naturellement, je vais être enclin à assumer mon autorité, ne plus la déférer.
Et quand je vais dire que je suis responsable, je suis vraiment responsable. Dans la plupart des organisations conventionnelles, tout le monde dit qu'il est responsable de quelque chose, mais en réalité, dès que ça ne va pas, dès que j'ai un peu la flemme ou j'ai envie de déférer mon autorité, je vais voir mon boss qui me dit ce qu'il faut faire et donc je me fais valider. Donc là, on supprime le mécanisme de validation. Comme j'aime à dire souvent dans les entreprises, à chaque fois qu'un collaborateur va faire valider quelque chose, il y a une alerte rouge et là, vous avez des gisements en termes de responsabilisation de vos collaborateurs. Et donc, ça, c'est aussi un mécanisme, la notion de rôle. Mais il y en a d'autres. Par exemple, puis tu m'arrêtes si je parle trop, dans la notion parce qu'il y en a des tonnes, je peux parler 3 heures là, dans la notion de réunion de triage. Réunion de triage, c'est une réunion de synchronisation, de coordination opérationnelle que tout le monde fait dans les entreprises. Mais là où ça joue intéressant, c'est que vous pouvez apporter un point à l'ordre du jour. Et quand vous apportez un point à l'ordre du jour, on ne se limite pas à vous entendre nous raconter du sujet qui vous préoccupe. La question que vous pose le facilitateur, c'est compte tenu du sujet que tu viens apporter, quelle est ta demande? En quoi on peut t'aider? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu nous demandes à nous puisque tu viens avec un sujet en réunion? C'est donc que tu attends quelque chose de nous, sinon tu ne l'apporterais pas. Et puis, au point où tu es, donne-nous le minimum de contexte suffisant pour qu'on comprenne la demande. Boum! Une fois qu'il a fait ça, le facilitateur peut lâcher. La personne, elle est complètement leader parce qu'elle sait pourquoi elle nous parle. Et nous, on sait exactement ce qu'elle nous demande. Et du coup, on se transforme immédiatement en fournisseur. Il est notre client et nous, on est fournisseur dans le cadre de nos rôles, dans la mesure dont on peut les aider. Puis en tant que personne, on peut aussi aider. Et là, l'architecture, elle est diablement efficace. Non seulement elle est efficace, mais en plus, elle met la situation de celui qui apporte le point à l'ordre du jour en situation de leader. C'est une école de leadership. Et elle met en position de follower, donc de followership, qui est essentiel, dont on ne parle pas assez souvent. On ne parle que de leadership, mais le leadership commence par le followership. C'est les deux polarités comme le yin et le yang de la même pièce. Et les autres commencent à apprendre le followership et donc, sans le savoir, à développer leur leadership. Voilà pour citer trois mécanismes, il y en a plein d'autres. Merci Bernard-Marie pour ces exemples et illustrations. Alexandre, vous avez donc mis en place Holacracy ce début d'année. Je sais que la mise en place d'une transformation managériale peut être longue et chronophage. Est-ce que ça n'a pas pénalisé votre business, le fait de le mettre en place pendant le temps de la mise en place? Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on a fait une comptabilité analytique, en tout cas jusqu'à maintenant, de savoir si ça aura impacté notre business. Mais il y a différents points. Je pense que quand vous nous avez accompagnés, je pense que Bernard-Marie a mis énormément l'accent sur cette notion de business. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une organisation qui doit changer, une organisation qui doit s'adapter, mais qu'on est toujours en fait en ligne de mire, qu'à un moment donné, la boîte, elle ne tourne pas parce que d'un seul coup, on va se regarder dans différentes séances et puis du coup, on va en oublier ce pourquoi on a créé la boîte, c'est-à-dire une société de service avec un focus client. Donc ça, je pense, c'est relativement important d'être au clair qu'à un moment donné, on pourrait dire, quand on met en place l'holacratie, il n'y a rien qui change, parce que le business ne va pas changer. Par contre, à un moment donné, oui, on adapte l'organisation. Alors, je fais toujours un petit peu un parallèle, parce que c'est vrai que moi, quand j'avais suivi le cours de praticien chez vous, c'est vrai que j'avais eu 2-3 déclics comme ça. Cette fameuse constitution suisse, pour moi, me parle énormément parce que je suis suisse et j'y habite. Donc, à un moment donné, on se dit, tiens, c'est un pays qui ne fonctionne pas si mal que ça. C'est loin d'être parfait, on est d'accord, mais ça ne fonctionne pas si mal que ça. Donc, pourquoi on ne pourrait pas faire une constitution un management constitutionnel? Déjà, je trouve ce point, il est quand même relativement important. Puis si on fait un recul sur la révolution industrielle dans les années 1900, on se dit, ça fait à peu près 100 ans qu'on connaît un système organisationnel type hiérarchie ou pyramidal, enfin il y a différents noms là-dessus, enfin moi je ne suis pas un expert, mais juste pour sortir de termes. Puis on se dit, effectivement, si on doit transformer maintenant les mentalités, ça sera un petit peu générationnel, puis au sein d'une organisation, c'est clair qu'on ne se lève pas un matin, puis on se dit, youhou, on a signé la Constitution, tout va bien, et puis youpla boum, ça va fonctionner. Non, de toute façon, ça va prendre du temps. Alors après, pour la mise en place, comme vous nous avez, je pense que Bernard-Marie pourra aussi un petit peu l'expliquer plus en détail, c'est vrai que cette notion d'encodage, elle est relativement claire. C'est vrai que si nous, on s'est fait aussi accompagner par vous, c'est de par votre expérience d'avoir accompagné différentes sociétés. Donc, en fait, les cartes sont claires. Donc, on sait le temps que ça va nous prendre. Parler un petit peu, dans ces phases d'encodage, il y a un coup de collier à donner.
environ 15% un petit peu d'overhead. Donc, on sait qu'à un moment donné, pour la mise en place de cette constitution, c'est-à-dire de comprendre, de former un tout petit peu les gens, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils font, de créer un petit peu ces rôles, donc ce fameux encodage dont vous allez sûrement reparler, et ben, à un moment donné, ça prend un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'une fois que cet encodage a été fait, que l'organisation a été rendue explicite, ben, à un moment donné, voilà, le focus est toujours fait, OK, il n'y a rien qui va changer en termes de business. Vous n'allez pas du jour au lendemain, nous, collègues, on ne va pas d'un coup faire plein de réunions, comprendre le mécanisme de l'holacratie et tout, parce qu'on doit faire tourner notre business. Donc, je dirais que maintenant qu'on est au tout début, hein, donc ça fait à peine 5 mois, il y a encore plein de choses à faire. Puis je pense que ça va prendre des années pour qu'à un moment donné, on change des mentalités. Donc, je dirais, si les cartes sont relativement claires, en termes d'organisation ou en termes de dirigeants, on se dit, bon, bah voilà, on sait qu'on va donner ce coup de collier, et puis à un moment donné, OK, bah, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Alors, nous, on a décidé de le faire. On a décidé aussi de le faire en bon état de cause, c'est-à-dire en se faisant accompagner de manière correcte et pas d'y aller à la fleur au fusil. C'était aussi notre grande crainte, c'est que, voilà, on sait qu'il y a de la résistance au changement. Si on n'est pas en plus confortable dans le changement qu'on veut opérer, parce que théoriquement, on a lu des bouquins, on a dit c'est génial. Théoriquement, on s'est formé, on a dit que c'était génial. Mais d'un seul coup, il faut faire accompagner. Nous, on est à peu près 60. Il faut accompagner 60 personnes après dans le truc. Donc, il ne faut pas qu'on se plante parce qu'il faut qu'on continue à rentrer du business. Et puis, il ne faut pas qu'on ait des effets collatéraux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que demain, il y a plein de gens qui disent ils sont complètement fous, cette équipe. Et puis, allez hop, ils partent dans des autres boutiques. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, pour nous, c'était aussi important. J'ai un peu répondu à plusieurs questions, mais il semblait que c'était important. Oui, mais c'est bien de repositionner aussi les choses. Du coup, Berlin Marais, toi qui, voilà, Tebicom, c'est pas la première entreprise que tu accompagnes dans cette transformation. Est-ce que tu as observé que les entreprises ont tendance à ralentir leur business pendant cette période d'accompagnement? Et si tu peux revenir sur l'encodage aussi au passage, parce que peut-être que tout le monde n'a pas compris. Oui, oui, j'ai observé ça. J'ai observé effectivement que, et c'est facile à comprendre, et ça dépasse largement le cadre de l'holacratie ou de la tébécratie. De manière générale, lorsqu'on parle de faire un projet de transformation pour libérer l'entreprise ou aller vers une entreprise libérante ou opale, utile, enfin il y a autant de mots qu'on veut, gouvernance adaptative, cellulaire, je vous en passe des meilleurs. Enfin bon, changer la façon dont ça marche ici. Et voilà, et on sent bien qu'il y a une poussée très forte vers ça pour plein de bonnes raisons que je vais pas développer, c'est pas le sujet, tout le monde est au courant. C'est vrai que comme on va vers du nouveau, c'est humain. Les gens vont avoir tendance à dépenser de la bande passante, donc de leur capacité de réflexion, de l'énergie psychique, à comprendre cette nouvelle matière, ce nouveau mode de fonctionnement. Et donc, toute l'énergie, cette bande passante qu'ils consacrent à comprendre ce nouveau fonctionnement, ils ne la passent plus à créer de la valeur pour leurs clients. C'est juste évident. C'est-à-dire que les gens, ce n'est pas parce que vous adoptez holacratie ou n'importe quel système d'entreprise libérée, de système d'entreprise libérée, que vous allez faire plus d'heures ou de travail ou que vous allez dépenser plus d'énergie, de concentration pour l'entreprise. Donc, si vous mettez 100 d'énergie dans l'entreprise, avant, c'était 100 pour le business. Alors, ce n'était pas toujours hyper productif, etc. Sinon, mais en même temps, vous mettez 100 pour le business. Et puis, si vous en mettez 30 maintenant dans comprendre comment ça marche, les rôles, les réunions de triage, les réunions de gouvernance, il en reste 70 pour le business. C'est facile à comprendre. C'est QFD. Ça, et ça peut même aller plus loin. Là, quand tu présentes la question, tu dis aux tendances à ralentir leur business. Je ne sais plus comment tu l'as dit, mais pendant la période d'accompagnement. Non, il y a des entreprises, c'est pire. En fait, ils mettent tellement l'emphase là-dedans que le 30% passé dans… Alors, le 30%, c'est une moyenne parce qu'il y a des gens qui mettent 0 parce qu'ils ne rentrent pas dedans. Et puis, il y en a, ils sont tellement excités par le truc qu'ils en mettent 70. Mais c'est sûr que la personne, à un moment donné, c'est peut-être bien de lui dire, attends, tu n'es pas payé pour mettre 70% d'énergie à comprendre la classique, tu es quand même payé pour faire du business. Bon, tout ça, c'est du bon sens. Et parfois, ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'à force de faire ça, on rentre dans le système bureaucratique. C'est-à-dire qu'on rentre, pour moi, c'est ça la définition de la bureaucratie, on commence à s'occuper de l'organisation interne de l'entreprise alors qu'il n'y a aucune raison de mettre de l'énergie là-dedans. Ça, c'est des moyens vers un but ultime. Et le seul but d'une entreprise, à ma connaissance,
Alors après, on peut discuter de la façon de voir l'entreprise, mais si on considère la version la plus avancée, on va dire, l'entreprise qu'on considère que c'est un être vivant doté de sa propre identité, ce qu'on appelle sa raison d'être, j'en ai parlé tout à l'heure, ben, le but du jeu de tout à chacun, c'est de mettre le maximum de nos capacités, de notre potentiel, pour permettre à l'entreprise d'être au service de l'entreprise pour qu'elle manifeste davantage ou le plus possible la valeur qu'elle peut apporter au monde et que le monde attend, une valeur plurielle. Je ne parle pas que d'argent dans cette histoire-là. Donc oui, ça c'est le piège habituel. Et plus, je dirais, plus le mode de gouvernance est complexe, quel cas Holacracy est le mode de gouvernance à la fois le plus puissant et le plus complexe, ça va ensemble, c'est facile à comprendre aussi, et bien plus ce risque-là, il est important. Donc ça, on l'a vu dans plein d'entreprises au début quand on a accompagné, on a vite compris, donc on a rectifié le tir. Et je vois plein d'organisations qui passent complètement et qui rentrent dans ce piège que j'appelle un des angles morts de Holacracy, et j'ai publié sur le sujet. Du coup, la question, c'est effectivement comment éviter ça. Et là, on retombe sur la question de l'encodage. On va dire qu'encodage, c'est notre jargon. C'est juste la question, qu'est-ce que vous devez préparer avant de vous lancer là-dedans? Étonnamment, il y a des patrons qui disent on va libérer l'entreprise et puis ils foncent. Et comme si c'était inné pour tout le monde. Et en général, ils se plantent, ils se vautrent. Donc, en fait, il y a des prérequis. Et le premier prérequis avant de se lancer dans une sorte comme ça, c'est de se poser la question de, au fond, pourquoi on veut changer? Mais la réponse ne peut pas être intellectuelle comme on lit dans tous les journaux. Il faut que l'entreprise soit agile, il faut responsabiliser les personnes, enfin, j'allais dire le bullshit, enfin, comment dirais-je, je ne trouve pas le mot, mais tout ce que tout le monde raconte sans comprendre ce qu'il y a derrière. C'est des automatismes de trucs qu'on répète et on répète, on répète. Il y a un fond de vrai, mais on voit bien que la façon dont je l'ai dit, et la plupart des personnes le disent, c'est vraiment pas très sérieux ou c'est pas profond. Donc, il faut aller chercher la vraie raison d'être. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, on doit avoir de l'énergie. Ça demande, et Alexandre vient de dire, ça dure plusieurs années, il a parfaitement raison. Chez Scarabée, ça fait 6 ans qu'ils pratiquent Holacracy. La dernière discussion qu'on a eue avec eux, ils disent qu'il nous faut encore 5 ans, donc, et peut-être qu'ils se trompent, donc c'est au moins 10 ans. Quoi. Donc, vous imaginez que pour faire un marathon de 10 ans, il faut un peu d'énergie. Et que l'énergie, vous n'allez pas vous la donner en répétant ce que racontent les journalistes ou ce que racontent les gars qui écrivent des bouquins comme moi. On s'en fout de ça. Non, dans une entreprise, pour qu'une entreprise fasse une transformation, avec l'ensemble des collaborateurs, ça ne peut pas se faire sans les collaborateurs et les managers, il faut de l'énergie. L'énergie, vous allez la puiser dans une vraie bonne raison tripale. J'utilise le mot volontairement tripale. S'il n'y a pas une raison tripale, c'est-à-dire que là, notre job, nous qui sommes des coachs, des consultants, ce que vous voulez, enfin, on est des chercheurs praticiens, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'équipe de Télécom. Je ne sais pas si tu te rappelles, Alexandre. On les a cuisinés. Ils ont dit, oui, là, notre stratégie, c'est ci, etc., avec un beau slide deck, des belles diapositives. Bon, on ne s'est pas arrêté là. On ne les a pas lâchés. On a dit, oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pour leur faire cracher le morceau de qu'est-ce qu'ils avaient au fond des tripes. Ce n'est pas qu'ils ne l'avaient pas, mais ils ne l'avaient pas en conscience. Et parce que les collaborateurs ont besoin d'entendre ça, ça va résonner juste et ça va permettre à chacun de puiser dans une énergie profonde. Parce que, évidemment, dans le cas de Tebicom, et c'est vrai pour toutes les entreprises, il y avait quelque chose de profond, de vital. On va chercher de l'énergie vitale parce qu'on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental, sinon vous loupez le truc. Et puis après, c'est pareil, donc toujours dans cette phase de préparation qu'on appelle encodage, ça va être de rappeler à tout le monde, et moi je l'ai rappelé, Alexandre s'en peut le rappeler très bien, je l'ai rappelé matin, midi et soir, 2 fois, enfin minimum, la posologie c'est au moins 3 fois par jour, de dire que ne faites rien, ne dépensez aucune énergie qui ne soit pas reliée directement à la création de valeur. À la création de valeur. Si vous faites des rôles et des gouvernances pour le plaisir de faire des rôles et des gouvernances, vous perdez votre temps, vous êtes en train de voler à l'entreprise le potentiel créateur qu'elle aurait pu apporter si vous mettez votre énergie un peu ailleurs. Donc, juste de se rappeler que l'holacracy, puisqu'on parle de l'holacracy aujourd'hui, ou la tébicratie, c'est un outil. Ce n'est pas un objectif en soi. C'est un outil. Pourquoi? C'est un outil pour manifester davantage de raison d'être, donc pour que l'entreprise crée plus de valeur et la relier aussi à la raison d'être du changement. Ça, c'est essentiel. Une façon de faire, pour relier au business, donc pour rester sur ta question, Margot, une façon de faire que nous, on a trouvé. Alors là, on déborde complètement du cadre de l'holacracy parce que vous pouvez très bien appliquer techniquement l'holacracy et plonger, ce que la plupart des gens font dans la bureaucratie, telle que je l'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, il y a plein d'angles morts et vous ne pouvez pas mettre en place l'holacracy, ça ne veut rien dire. En fait, un programme de transformation de management constitutionnel, il y a plein de volets, dont une constitution avec inspiré de l'holacracy, peut-être complété par 2-3 trucs. La question en encodage, c'est vraiment de faire le lien avec le business. Et la question de fond, c'est comment on fait pour éviter cet effet focus sur l'interne, sur la cuisine interne dont on n'a rien à faire. C'est de bien faire comprendre à tout à chacun, y compris pour ce qu'on appelle les fonctions support ou le back-office. Vous savez, ces gens qui sont à la compta ou à la RH ou à l'informatique,
On appelle ça, dans certains milieux, on appelle ça des improductifs. Il y a les productifs, ceux qui créent la valeur chez les clients. Et puis, il y a les autres qui sont en back-office. Et puis, ceux-là, on les appelle les improductifs. Et, très souvent. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est assez navrant, mais c'est comme ça. Et de faire comprendre à tout à chacun qu'on est tous des professionnels dans les rôles, sinon on ne serait pas là, y compris à la compta. Et la compta, c'est essentiel. Bon, tu peux ne pas aimer la compta, ce n'est pas le problème, mais une entreprise sans compta, ça ne marche pas. Et donc, il y a des vrais professionnels. De rappeler que même eux, ils sont des professionnels. Il faut le rappeler parce qu'on l'oublie dans la perception. Et qu'à partir du moment où c'est des professionnels, ils sont censés créer de la valeur. D'ailleurs, il se trouve que le comptable, il se trouve qu'il est dans l'entreprise, mais il y a plein d'entreprises qui outsourcent, qui déportent la comptabilité qui sous-traitent, si vous voulez, la comptabilité ou même la RH ou l'informatique à des sociétés externes. Donc, le même comptable, il peut être à l'interne ou il peut être à l'externe. Quand il est à l'externe, c'est un professionnel qui devient productif et qui crée de la valeur, mais la même personne avec le même métier, quand il est en interne, c'est un improductif et ne crée plus de valeur. Il y a un problème. Tout simplement parce que dans notre modèle mental, on est encore occulté par les membranes juridiques. Les membranes juridiques, elles n'ont aucune importance en la matière. Donc, c'est de faire comprendre à tout à chacun dans l'entreprise que tout le monde est professionnel, que tout le monde est amené à créer de la valeur dans ses rôles. Et donc, le comptable, il crée de la valeur, la RH crée de la valeur, les systèmes informatiques créent de la valeur. Et d'ailleurs, il y a des entreprises que j'accompagne où j'invite carrément ces fonctions dites back-office improductives à aller vendre leurs services pour montrer à ceux qui ont du mal à le croire en interne, tellement la culture n'est pas comme ça, qui peuvent vendre des services à d'autres clients externes. Et là, ça décoiffe, ça change, ça fait commencer à bouger les lignes. C'est vraiment essentiel. Donc, tout ça pour dire que n'importe quel rôle au sein d'une entreprise est un professionnel qui crée de la valeur, qui a des propositions de valeur, qui sert des clients. Alors, ce n'est peut-être pas les clients externes de l'entreprise, on est bien d'accord. Mais s'ils font quelque chose et qu'ils apportent de la valeur, ils apportent la valeur à quelqu'un. Ce quelqu'un, on l'appelle un client, même si ce quelqu'un, il est interne, c'est un client interne. On ne va quand même pas s'arrêter à là. On a des mentales suffisamment membrées pour sortir de cette croyance qu'il n'y a que des clients à l'extérieur de l'entreprise. Non, il y a des clients partout. Et donc, en fait, de prendre conscience que tout à chacun dans son rôle, on est à la fois fournisseur, on a des clients, donc on est fournisseur, sinon arrête-toi de fournir, si tu ne sais pas à qui tu le fournis, tu vas sûrement perdre du temps et de l'énergie. On fournit de la valeur à des clients qui peuvent être des clients internes. Et de la même façon qu'on est fournisseur pour des clients internes, on est aussi client pour des fournisseurs internes et ou externes. Et on se rend compte que quand on fait l'exercice pendant la phase d'encodage, et puis on se rend compte que la plupart des gens comprennent bien leur posture de fournisseur et ne comprennent absolument pas leur posture de client. Or, c'est les deux. C'est les deux. Et là, on rentre dans la mécanique, dans un mécanique, je n'ai pas répondu à ça. Donc, la phase d'encodage, en partie, c'est ça, plus d'autres choses, mais peut-être que je n'ai pas répondu à la question. Merci. Alors, j'ai encore 2 questions avant qu'on passe à l'échange avec les participants. Alexandre, donc maintenant que vous avez un peu de recul, on est en juin. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes plus efficient et excellent dans votre business? Est-ce que l'objectif posé par la mise en place de la tébicratie a été atteint? On n'a pas été aidé, parce que je crois peu de temps après, il y avait le gentil virus ou le méchant virus qui est arrivé. Donc, je pense que ce n'était pas spécialement une période la plus adéquate de commencer à changer un petit peu le système organisationnel avec ce qui nous est arrivé. Non, clairement, c'est beaucoup trop tôt. On n'arrive pas à dire maintenant, ah oui, ça a révolutionné le tout. Non, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Moi, je pense que ce qui est important de toute façon, c'est d'être convaincu. En tout cas, nous, on l'est convaincu. Moi, je suis 100% convaincu que c'est le bon système. C'est la bonne méthode. Par contre, il faut être patient et il faut prendre le temps nécessaire. Et on s'est rendu compte peut-être sur ces derniers mois-là, et on a débriefé aussi avec Bernard Marie, ça a aidé cette semaine-là, il y a des attentes mutuelles. C'est toujours un peu la même chose. C'est que nous, en tant que dirigeants, on se dit wow, super, on était convaincus, on a fait l'encodage avec les gens, on a fait aussi un sondage. Je pense que c'est vraiment important. Peut-être Bernard Marie ne l'avait pas mentionné, mais c'est vrai que ce n'est pas les dirigeants qui ont décidé de faire un go. C'est qu'à un moment donné, c'est la boîte qui a décidé de faire un go. Donc, c'est tout le monde. Donc, en fait, dans cette fameuse phase un petit peu pré-encodage, je dirais, il y a quand même un questionnaire qui a été donné aux gens pour leur dire, voilà, les différentes cases questions que Bernard Marie pourra expliquer. Je pense que c'est vraiment important pour dire, OK,
Est-ce que les dirigeants ne sont pas fous? Est-ce qu'à un moment donné, vous voyez un intérêt de changer quelque chose? Donc, en fait, voilà, c'est déjà un process qui se fait dans l'entièreté de la boîte. Donc ça, je pense que c'est relativement important. Par contre, c'est vrai qu'implicitement, en tout cas, moi, je parle aussi pour moi, moi, j'ai des attentes en tant qu'être humain. Donc, je me suis dit, waouh, on a donné le pouvoir aux gens, entre guillemets, maintenant, il y a des rôles, il y a des offres de services, donc ces fameuses redevabilités, comme expliquait Bernard-Marie avec cette notion client-fournisseur en interne. Super. Et il y a cette notion de responsabilisation, responsabilité. Maintenant, tu es, entre guillemets, honneur, propriétaire, ouais, en anglais, enfin, je pense que les gens comprennent. On est honneur maintenant de ce rôle, donc je suis capable de pouvoir décider. Alors moi, je me suis dit, super, dès qu'on leur a donné ça, ils vont décider. Et il ne se passe rien. Et on se dit, ah bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, c'est ces fameuses attentes qui fait qu'on se dit, mais pourquoi les gens d'un coup se sont pas appropriés le truc? Ah, bien sûr, il faut du temps. Parce qu'à contrario, en discutant avec le collègue, je disais, mais vous vous rendez compte le pouvoir de cet outil, la possibilité qu'on a. Je dis, maintenant, tu ne peux plus venir chez moi à me dire, ah bah tiens, ça, c'est pas bien fait. Je dis, maintenant, tu as la possibilité de le changer si ce n'est pas bien fait et tout. Bah, ces gens-là, eux, ils se disaient, ah bah ça a changé, bah, on attend pour voir. Donc, en fait, moi, j'attends qu'ils prennent, eux, ils attendent pour voir. Donc, en fait, on se rend compte que ce n'est pas qu'on a signé la Constitution, que youpla boum, tout va bien. Donc, je me suis rendu compte ces derniers mois, bah voilà, moi, chaque lundi, quand on faisait une réunion de triage ou une réunion de gouvernance, je disais avec mes collègues tout de suite après, je disais, mais waouh, t'as vu là, tu avais un truc, mais t'as pas envie d'essayer de faire quelque chose, t'as pas envie de mettre une tension, t'as pas envie d'apporter quelque chose. Puis les gens me disaient, ah ouais, non, mais je me suis pas encore vraiment documenté, j'ai pas vraiment regardé. Alors je me suis dit, mais mince, dommage, mais pourquoi, mais pourquoi? Et en fait, ça reste toujours quand même malgré tout à nous, un petit peu les dirigeants ou ceux qui sont motivés par la méthodologie, de quotidiennement, alors on peut appeler ça coacher les gens, hein, c'est un grand terme parce que moi je ne suis pas un coach, mais voilà, moi chaque semaine je disais, hé, regarde ce que tu peux faire, regarde l'outil, tu as la possibilité de maintenant changer le truc. Tu ne peux plus dire c'est de la merde, parce qu'à un moment donné, tu es responsable aussi de la merde dans laquelle tu es. Alors, je parle un peu vulgairement pour faire chauffer toujours un peu les esprits, mais dans le sens où, bah voilà, tu as maintenant la possibilité. Et en fait, en parlant chaque semaine aux gens, on se rend compte, en tout cas ces dernières fois, dans les réunions, où les gens ont commencé à apporter quelque chose. Puis là, je me suis dit, waouh, là, ça a pris. Là, il y a la mèche qui a pris. OK, on est bon, ça va commencer à y aller. Et puis, il y a aussi peut-être quelque chose qu'on a constaté. Bah, nous, on est plusieurs à avoir fait la formation de praticien. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait toujours accompagner par IGI pour faire les réunions de triage, gouvernance? Puis, on s'est dit, ouais, bon, il faut bien qu'on se lance. Il faut bien qu'on se jette à l'eau. Il faut bien qu'on expérimente. Alors, nous, on a préféré cette méthodologie-là. Puis, du coup, on s'est rendu compte aussi que bah voilà, on a la théorie, mais on a peu la pratique. Donc, on a fait aussi différentes erreurs. C'est-à-dire que, bah voilà, dans notre rôle, par exemple, de facilitateur, on a essayé de faciliter plus ou moins bien, enfin plus ou moins comme on avait compris le truc. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fonction des facilitateurs qu'on avait, bah, il n'y avait pas la même notion de facilité. Donc, en fait, on a aussi créé des frustrations parce qu'on a voulu, entre guillemets, trop se lancer dans l'outil. Oublier des fois un peu le bon sens. Hein. Bernard-Marie, pourtant, nous l'a rappelé énormément de fois. Le bon sens, le bon sens. Donc, de temps en temps, moi, facilitateur, je me disais, ah, il faut que je respecte le processus et tout. Puis en fait, je me rendais compte à la fin de la séance où je disais, mais j'ai créé beaucoup plus de tension qu'en fait, j'en ai résolu parce que j'ai voulu peut-être trop rentrer dans l'outil. Donc en fait, voilà, on a aussi beaucoup parlé avec les gens, on a aussi beaucoup débriefé pour dire, voilà, on est ensemble, maintenant on fait partie de cette organisation, on a la possibilité de faire différentes choses, on comprend un petit peu le principe, on est d'accord qu'on va de toute façon continuer à faire des erreurs, mais la méthodologie est la bonne. Donc maintenant, il faut qu'on reste convaincu que c'est la bonne, qu'on se laisse le temps nécessaire, qu'on n'oublie pas cette valeur ajoutée, le business, qu'on n'oublie pas ça, c'est vraiment important, il ne faut pas qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Et voilà, de quand même accompagner les gens. Je pense l'accompagnement, justement, on parlait de
le système organisationnel avant qui a plus de 100 ans, ça ne peut pas changer à quelques mois, ce n'est pas possible. Donc, soyons patients, mais soyons aussi conscients qu'il faut quand même mettre un petit peu d'énergie dedans. Et je pense que c'est pour un bien que, voilà, après quelques mois, j'avais le sourire aux lèvres. Donc, je me dis, voilà, je pense que ça va commencer à démarrer. Et après, partir aussi du principe que, j'aime bien l'expression que vous nous avez toujours inculquée, il y a des Ferrari, il y a des 2 chevaux. Et qu'à un moment donné, il faut être conscient qu'il y a ça. Et puis, il faut, je dirais, le système organisationnel qui est mis en place est capable de pouvoir avoir les deux. C'est-à-dire que les gens qui commencent, moi, à changer l'organisation, c'est les Ferrari. Et il y aura peut-être d'autres qui sont des 2 chevaux, qui ne changeront rien d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Le système fait qu'à un moment donné, il y a la possibilité pour des gens qui sont un petit peu plus smart ou qui ont plus envie ou qui ont un potentiel beaucoup plus intéressé pour le système, qui d'un seul coup se lancent dans les opérations. Donc voilà, donc je dirais que le bilan, il n'est pas, on est tout jeune, on a encore des bébés. Merci Alexandre. Déjà, si ça donne le sourire, c'est déjà un bon point pour l'holacratie, surtout en cette période. J'ai une dernière question dans le cadre de cet échange qui est pour toi, Bernard-Marie. Et puis ensuite, on passera aux questions des participants. Donc, n'hésitez pas à poser déjà vos questions. Du coup, de par ton expérience, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont eu des bénéfices en termes de business après plusieurs années de management constitutionnel? Quels sont ces bénéfices et est-ce que tu en as à donner en exemple? Ouais, c'est une super question. Et déjà, on pourrait partir du principe avec un crédit d'intention que si les dirigeants continuent avec ce truc-là, il y en a plein qui continuent avec ce truc-là, c'est que ça doit bien aider quelque part. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas toujours la conscience. Et je vais citer quelques cas concrets. Je vais prendre Arcadie, Scarabée là pour. Donc, Scarabée, en fait, ils en ont pris conscience. Ils en ont pris conscience une fois tout seul et puis une autre fois grâce à moi, juste parce que j'ai posé des questions. La première fois tout seul, c'est que donc Scarabée Biocoop, c'est une coopérative, la coopérative à Rennes, une des coopératives qu'ont créé le réseau Biocoop, qui est un réseau de franchisés, de 250 salariés à Rennes. Ils ont 8 magasins, X restaurants, etc., etc. Et l'un de leurs plus anciens magasins, c'était il y a 2 ans maintenant, ouais, un de leurs plus anciens magasins a brûlé. Et donc, ils se sont mis sur le pont, ils ont créé un magasin éphémère, etc., etc. Puis quand j'ai interviewé, on les a interviewés, notamment Isabelle Bord, qui est la présidente du directoire. En fait, c'est impressionnant la façon dont ils ont pu se remobiliser. Et ils ont pris conscience, juste en discutant avec nous, que s'ils avaient eu le feu dans ce magasin avant d'adopter l'holacratie, ils ont adopté l'holacratie en début 2015, ils auraient été incapables de faire ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont gagné des capacités et c'était confirmé au Covid, parce qu'elle l'a redit, Margot l'a interviewé il n'y a pas longtemps, ils ont gagné des capacités d'adaptation, de réaction, d'ajustement immédiat, de résilience en fait, par rapport à un événement qui fait que ce magasin, il était géré absolument sans stress, etc. Ça s'est amplifié. Et c'est là où ils ont pris conscience que, waouh, si on n'avait pas eu holacratie, on aurait galéré. Et alors avec le Covid, c'était la même chose. Donc le Covid, s'il y avait eu le Covid à l'époque où ils n'étaient pas encore en holacratie, c'était les 4 directoires à créer une cellule de crise. Quelle entreprise n'a pas créé sa petite cellule de crise avec le dirigeant et quelques conseillers autour? Eux, non. Ils ont simplement utilisé leur cercle général qui existe déjà, puisque c'est déjà délégué, donc ce n'est pas que les dirigeants. Il y a un cercle général qui est le premier niveau avec une vingtaine de personnes. Et puis, ils n'ont pas créé des cellules de crise spécifiques. Ils ont juste fonctionné comme d'hab, puisque le comme d'hab a toutes les capacités d'une cellule de crise, mais en permanence. Sur des cellules de crise, c'est la capacité à réagir vite. Eux, ils réagissaient vite depuis le début. Donc, ils n'ont pas eu besoin de créer une superstructure par rapport à la structure parce qu'elle était déjà rodée et qu'ils avaient conscience. Et donc, au lieu de traiter ça à 4 dans une cellule de crise, ils ont fait fonctionner holacratie. Et du coup, ça leur a demandé aucune énergie. Alors, quand même, il faut savoir que dans tous les restaurants, les restaurants étaient fermés. Donc, ils ont fait des trucs assez importants comme remobiliser toutes les personnes qui étaient dans les restaurants pour aller les mettre dans les magasins, sachant que dans les magasins, pour des raisons de garde d'enfants, etc., je ne veux pas aller ça, il y a plein de personnes qui ne pouvaient pas. Donc ça n'a pas été un problème pour eux. C'était fait quasiment immédiatement. Ils ont eu assez peu de télétravail parce qu'ils ont remobilisé toutes les ressources en interne.
Là où ils ont mis de l'énergie, c'était spécifique à la crise du Covid, c'était juste parce que effectivement il y avait un stress, les gens avaient peur, la plupart des gens, et c'est normal, avaient peur d'être malades, d'avoir des proches qui sont malades, etc., etc. Donc ils ont mis l'emphase là-dessus parce qu'ils n'avaient aucun problème pour le fait de gérer le business compte tenu de cette crise. Donc ça c'en est un exemple. D'autres exemples avec Arcadie. Arcadie, qui est un autre de nos clients, là, qui est dans le Gard, 100 personnes qui fabriquent des épices et qui les distribuent dans le bio aussi. Avec l'effet du Covid, les gens, il y a eu un absentéisme qui est lié à la garde d'enfants, etc., de 20%. Ils ont une croissance de leur activité de 30% qu'ils ont réussi à faire avec moins 20% d'effectifs. Donc, je ne veux pas dire ça. Et quand on discute avec eux, ils reconnaissent que c'était inimaginable sans Holacracy. Pour revenir à Scarabée, pour prendre un autre exemple de business, en fait, c'est moi que ça c'est avec Margot, je me rappelle, on dînait avec eux et on les challengeait là-dessus, on leur posait des questions et parce qu'ils nous disent bah, finalement, oui, c'est super, on ne lâcherait pas. Pour rien au monde, on reviendra en arrière. On ne peut plus vivre dans un environnement sans cet outil. Et on les cuisinait un peu et puis en fait, ils ont reconnu que par exemple, Scarabée, ce sont des militants écologistes, vraiment, plus que ça, mais au moins militants écologistes dans l'économie sociale et solidaire, etc. C'est vraiment des militants très engagés. Et en même temps, ils sont très, très forts en business, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils intègrent les deux polarités. Et donc, avant de passer en holacratie, ils créent un nouveau projet tous les 2 ans. Un nouveau projet, c'est un nouveau magasin, un nouveau restaurant, un nouveau concept, un projet tous les 2 ans. Et maintenant, avec holacratie qui tourne, ils en créent 3 par an. Donc, ils ont multiplié par 6 le nombre de projets à ressources constantes. Donc, ils n'ont pas recruté des personnes supplémentaires. C'est les mêmes personnes qui le font. Donc, ils ont multiplié par 6. Ce qui est assez facile à comprendre par les mécanismes de la première question, parce que les gens sont plus concentrés dans leur zone de talent. Isabelle Bord, qui était une très forte développeuse, ou Hugo, qui est aussi un très fort développeur, ces personnes-là, elles ont pu, grâce au rôle, se rendre compte que pour Isabelle, elle avait 65 rôles. Un dirigeant qui ne s'en rend pas compte parce qu'il n'a pas l'outil rôle, il ne sait même plus tout ce qu'il fait. 65 rôles. Elle s'est rendue compte sur les 65 rôles avec un coaching minute que sur les 65 rôles, en fait, il y en avait 4 qui l'allumaient vraiment, c'est-à-dire qui correspondent à sa zone de talent. Une fois qu'elle a compris ça, alors qu'avant c'était un angle mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Les 61, elle s'est empressée de mettre un plan d'action pour trouver des gens qui étaient plus talentueux qu'elle pour le faire. Et donc, elle a réussi à concentrer son énergie. Rien que ce simple mécanisme du rôle a des effets extraordinaires pour ça. Et si je prends par exemple, dernier exemple pour répondre à ta question, je prends notre exemple à nous, là, parce que les gens, moi je croyais que c'était normal, mais en fait, à chaque fois que j'en parle, les gens sont sur les fesses. Nous, chez AGI, à l'Institut AGI, on a digitalisé toutes nos offres, pas une offre, toutes nos offres. Et on est reparti d'une copie blanche pour aller chercher de la valeur sous la contrainte du digital, pour aller chercher de la valeur que seul le digital pourrait offrir pour développer des choses avec des offres qui ont plus de valeur ajoutée que nos offres présentielles. Et on a fait tout ça en moins de 3 mois. Tout. Et quand je raconte ça, alors il y a d'autres entreprises, des clients qui me disent « Ah ouais, mais vous n'êtes pas nombreux. » Bah oui, mais on n'est pas nombreux, d'accord, mais on a moins d'offres. Mais finalement, c'est pareil partout. Que vous soyez une entreprise de 5 ou de 100 ou de 100 000, ça devrait être possible de le faire en 3 mois. Tout en 3 mois. Je ne vois pas pourquoi. Mais parce que nous, on pratique holacratie depuis plus de 10 ans. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était une piece of cake. Ce n'est pas arrogant ce que je viens de dire. On a eu à gérer comme tout le monde le fait que effectivement, ça crée des craintes, ça change 2-3 trucs. On l'a géré. Mais ça nous a pris 48 heures à partir du 17 mars, annonce du confinement, pour prendre la décision. Notre stratégie, elle était refaite en 48 heures. On savait très bien où AGI voulait aller. Et puis, on l'a fait. Et pour nous, c'était hyper simple. Et en fait, ce n'est pas qu'on est géniaux, c'est juste que on est hyper agile et puis on a un système d'exploitation, enfin d'organisation qui est maîtrisé et qui est vraiment ancré dans les mœurs. Merci Bernard-Marie. Un autre exemple par rapport à nous qu'on m'a sorti plusieurs fois, c'est que les gens, quand ils regardent notre site internet, ils ont l'impression qu'on est 100 ou une grosse boîte en tout cas. Et puis quand on leur dit qu'on est finalement 5, ils disent « Ah oui, quand même ». Donc il y a pas mal, il y a plus de productivité, en tout cas ça on peut l'apercevoir. Super, merci à tous les deux pour cet échange. On va passer maintenant aux questions des participants. On a une première question de Caïs qui demande « Y a-t-il un mécanisme à mettre en place pour faire tourner le rôle de facilitateur dans un groupe? On a du mal à digérer notre facilitateur actuel. Il a été nommé par l'entreprise sans vote. » Est-ce qu'il veut prendre… Tu veux répondre, Alexandre ou… Ouais, ça, je pense que c'est plus de la technique. Je vous laisse le côté technique là. Ouais, donc toi, tu es le business et moi, j'ai fait la technique. Donc, du coup, Voilà.
Oui, enfin, donc, si votre facilitateur actuel, on a du mal à le digérer, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais sans doute que l'expérience que vous avez de la facilitation par ce facilitateur n'est pas optimale. À ce moment-là, vous pouvez. Et si vous avez quelqu'un d'autre qui est meilleur dans sa posture, il ne faut pas hésiter. Il faut probablement que quelqu'un mette un peu à l'ordre du jour la prochaine réunion de gouvernance pour réélire le facilitateur et partir sur une autre personne. Et peut-être qu'il faut, après, je ne connais pas la culture, mais peut-être qu'il faut aller discuter avec le facilitateur actuel pour lui donner du feedback et pour l'accompagner, et puis je ne sais quoi. Mais en même temps, comme je dis toujours, moi j'ai mis un peu de tact là mais en même temps, faut se rappeler que dans une entreprise, le business, ce n'est pas de facilité. Et je ne sais pas pourquoi la plupart, enfin, je sors de la question, mais sans doute, mais la plupart du temps, les gens veulent tous être facilitateurs. Ce n'est pas le cas de la question, mais je rappelle à tout le monde, l'objectif, ce n'est pas de faciliter. Et l'objectif, ce n'est pas que tout le monde soit capable de faciliter. Donc, si vous avez la chance d'avoir un ou deux facilitateurs qui soient corrects ou bons, c'est eux qu'il faut prendre. Voilà. Et si vous ne les avez pas, il ne faut surtout pas souffrir. Parce que accepter de souffrir, en fait, c'est inhumain. La plupart des gens n'osent pas renommer quelqu'un ou revoter pour quelqu'un parce qu'ils pensent que c'est lui faire du mal. En fait, pas du tout, c'est une inconscience. Là, c'est encore ne pas faire face à la réalité. La réalité, c'est que si vous souffrez pendant une réunion qui est facilitée par quelqu'un qui n'est pas à l'aise, celui qui souffre le plus, ce n'est pas vous, c'est lui. Sauf que personne n'est dans l'espèce de statu quo, la loi de l'omerta, et personne n'ose le dire avec des fausses bonnes raisons. Donc, être humain, c'est aller voir la personne et lui dire, écoute, là, je ne te sens pas à l'aise, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Le coacher, et puis peut-être convenir avec lui que peut-être qu'on a intérêt à y élire quelqu'un d'autre. Tout le monde n'a pas besoin d'être un bon facilitateur. Vous pouvez faire développer, être un super businessman et créer plein de valeur dans l'entreprise sans être un bon facilitateur. Ce n'est pas une compétence qui est requise pour faire du business. En tout cas, c'est vrai que je peux bien comprendre peut-être la question de la personne, parce que c'est vrai que nous, on a créé, je parle au sens large, on est plusieurs facilitateurs au sein de Tebicom, tous ceux qui avaient suivi la formation de praticien, donc on est 5 facilitateurs. Ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'effectivement, il y avait une interprétation un petit peu des différents types de séances, entre la gouvernance et le triage, différente entre les facilitateurs. Et en fait, de se retrouver dans des cercles différents avec des facilitateurs différents, en fait, on s'est rendu compte que ça a créé quelquefois pas mal de tensions où les gens ne connaissant pas, je dirais, correctement, mais correctement, c'est peut-être pas le bon terme, mais je dirais, ne connaissaient pas exactement comment ils devaient présenter une tension dans l'une ou l'autre des séances, faisait que le facilitateur, de par son aspect théorique, disait « Ah bah voilà, si tu n'as pas fait ça, bing, tu reprends tes crayons, tu rentres chez toi et puis tu reviens la prochaine fois préparé. » Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens, dans un premier temps, se sont mis en fait dans une position où « Ah bah c'est n'importe quoi, c'est de nouveau… voilà, c'est le système entre guillemets dictatorial et puis je proposerai plus rien puis je me mets en retrait. » Donc en fait, nous on s'est rendu compte un petit peu de ça. Donc c'est vrai que on a aussi une bonne communication avec nos collègues, ce qui fait qu'on a reçu ce feedback. Dans le sens, ils nous ont dit ouais, mais si on continue comme ça peut pas aller. Ils nous ont expliqué aussi un peu pourquoi. Ce qui fait qu'après, entre les facilitateurs, on a pu se rencontrer, échanger aussi. Donc, par exemple, si moi je participe à une réunion et puis que c'est un de mes collègues qui facilite, à la fin, en tout cas au début, on se disait, voilà, donne-moi du feedback. Comment tu m'as trouvé? Ah, je dis, là, tu n'as peut-être pas fait 100% juste. Là, en fait, tu as fait ça, je ne comprends pas trop pourquoi. Pour en fait essayer de grandir aussi un petit peu ensemble parce que malgré tout, ce facilitateur a une position induite qui lui donne de l'importance. Rien que la notion, on est peut-être assis autour d'une table, lui, il est debout pour faciliter, fait qu'à un moment donné, indirectement, ça lui donne une certaine prestance. Et si on tombe, entre guillemets, sur un facilitateur qui n'est peut-être pas très à l'aise et qui retranscrit ça dans un essai de respecter justement la forme de la séance, fait qu'à un moment donné, ça coupe les jambes à certains. Et par exemple, nous, ce qui avait été un petit peu loupé, c'est que la réunion de triage, c'était un espace d'entraide. Et d'un seul coup, les premiers temps où on facilitait, dès que quelqu'un voulait, entre guillemets, échanger, enfin, même si on disait de quoi as-tu besoin, puis il n'y avait peut-être pas dans les 5 pistes quelque chose qui était respecté, d'un seul coup, il y avait le facilitateur qui disait « Ah, non, tu ne parles pas, on ne t'a pas donné la parole. » Puis d'un seul coup, waouh, ça a créé de la frustration. Donc, je pense, malgré tout, je peux bien comprendre peut-être la question de cette personne parce que nous, en tout cas,
ça aurait pu glisser du côté sombre de la force, donc c'est-à-dire vraiment du côté où les gens ils se disent non, non, mais ok, bah, faites vos trucs, nous on s'en fout, quoi. Donc je pense que le facilitateur, malgré tout, il a quand même une certaine aura, quoi. Merci Alexandre. Alors Alexandre, tu parlais tout à l'heure du sondage que vous avez fait avant de partir. Donc si je comprends bien, la question c'est est-ce que du coup c'est pas les dirigeants qui décident? Comment se passe le processus de décision de départ en holacratie? Alors c'est vrai que si on comprend bien, ça paraît, ça paraît la panacée, mais quand le problème d'une entreprise quand elle grandit, c'est que bah voilà, il y a toujours les dirigeants qui sont un petit peu, ils ont quelques pas à l'avance. Et puis quand on est jeune et puis qu'on est peu, bah, on appelle ça l'agilité, le dynamisme, la créativité. Enfin, il y a tout un tas de jolis mots qui disent ah ouais, c'est génial, on pourrait essayer ça. Quand d'un seul coup il y a plus de personnes, c'est vrai qu'on ne peut pas d'un seul coup changer tout le temps d'idée. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce fameux processus itératif ou l'agilité fait que on ne peut pas d'un seul coup changer une organisation tout le temps parce que il y a deux sortes un petit peu de collaborateurs. Il y a les collaborateurs qui vont dire c'est génial, ça bouge, waouh, ça vit, ah bah tiens, ils ont appris de leurs erreurs, ou ah bah c'est génial, ça avance et tout. Et il y a d'autres qui vont dire non, mais ils sont complètement instables, ils ne savent pas où ils vont. Donc, on se met en fait dans une certaine forme de retenue. Ce qui fait que si on arrive, je parle toujours comme ça, un matin, puis on dit hey, les gars, on va changer l'organisation, on est super convaincus, les gens ils vont se dire ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé, qu'est-ce que ça va être. Et le problème, c'est que ce changement d'organisation, il est tellement important qu'on ne peut pas, nous, à bout de bras, tout porter. C'est impossible. En tout cas, à 60 personnes, moi, je n'en aurais pas du tout la force. Donc, du coup, nous, on a dit, voilà, on pense que pour Tebicom, ce système-là pourrait répondre à ces trois choses qu'on avait dit, mettre les compétences à la bonne place, mettre de la clarté dans cette organisation et d'être beaucoup plus agile pour notre business. On pense que. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, du coup, le sondage, pour moi, il est super important parce que du coup, il y a une petite formation qui est faite. Qu'est-ce que c'est que l'holacratie et tout? Et après, on pose la question aux gens, mais est-ce que tu penses que ça va, est-ce que toi, ça va répondre à tes besoins? Est-ce que ça va répondre aux besoins de l'organisation? Est-ce que ça ne va pas mettre un risque? Et ce qui fait qu'à un moment donné, si ce sondage avait été négatif, dans le sens avec un faible pourcentage, on aurait fait un no-go. Tandis que là, les gens, ils ont dit ah ouais, on pense que ça peut apporter. Moi, je pense que ça peut m'apporter quelque chose. Et du fait, il y a toute la boîte qui est à l'unisson pour amorcer ce changement. Parce que sinon, je pense que s'il n'y a pas ça, c'est un fiasco total. Merci. Bernard, est-ce que tu peux répondre de ton point de vue à cette question et peut-être développer sur les étapes de l'adoption? Oui, volontiers. En fait, je vais faire un peu un pattern, voir ce qui se passe. On a accompagné à plus de 85 entreprises depuis 10 ans là, avec ce mode de management donc constitutionnel type holacratie. Ça commence toujours ça commence toujours, mais c'est normal, hein, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Ça commence toujours par un dirigeant qui se pose des questions. Et je dis qu'on peut le regretter parce qu'il y a des personnes qui sont collaborateurs et qui voudraient pouvoir changer les choses et qui ont du mal parce qu'elles sont collaborateurs, elles n'ont pas de terrain de jeu. puis elles regrettent. Oui, c'est la règle du jeu dans le modèle hiérarchique. La seule façon de t'en sortir, si vraiment tu veux être actif à court terme et tu n'es pas patient, c'est de créer ton entreprise. Ça sera plus facile. Donc, effectivement, ça commence tout le temps par… ce type de transformation commence à un moment donné par une réflexion de dirigeant. Assez rapidement, ce qu'a dit Alexandre et vraiment le met en exergue, assez rapidement, la question, c'est de mettre en mouvement le management. Hein, dans une entreprise, j'y schématise, il y a la direction, il y a le management, l'intermédiaire et puis il y a les collaborateurs. Et donc, comment est-ce qu'on met en mouvement le management? C'est essentiel parce qu'il y a plein d'idées reçues qui pourraient laisser entendre à des managers. Il y a tellement de choses qui sont dites, pas toujours par des gens qui connaissent le sujet au sens où ils ne l'ont pas pratiqué. Il faut toujours écouter, regarder ce qui en écoute. Hein, s'intéresser à… Il y a plein de gens qui en parlent de ça, qui ont des idées là-dessus, qui n'ont pas pour autant, qui n'ont jamais managé de leur vie, mais
Mais bon, c'est comme ça. Et, donc, souvent, les managers peuvent croire que si on passe à un mode de gouvernance ou de pouvoir, un mode de distribution d'autorité ou de système d'autorité distribué, alors ils vont avoir moins de pouvoir. Ils se disent, mais attends, mais moi je suis manager, j'ai galéré, j'ai ramé, je suis content, j'ai un bon salaire, j'ai une voiture de fonction, j'ai un beau statut, une belle carte de visite. On m'explique que c'est super l'avenir, mais je vais avoir moins de pouvoir. C'est quand même un hiatus, là, j'ai un petit problème parce que je ne suis pas forcément OK ou je peux avoir peur, etc. etc., etc. Et, il n'en est rien, donc en fait, il n'en est rien. C'est le pouvoir change de forme, mais ce n'est pas parce que vous passez à un système de pouvoir distribué que le manager va avoir moins de pouvoir. Pas ça du tout. Il va avoir plus de puissance, mais cette puissance sera différente. C'est-à-dire qu'il va changer sa façon d'exercer le pouvoir et il va accéder, s'il s'en empare, d'une puissance illimitée, enfin, potentiellement illimitée, non plus sur les personnes, mais sur l'organisation. Et ça tombe bien parce qu'on n'a jamais été puissant sur les personnes. C'est une histoire qu'on se raconte. Donc, soit on sait séduire les personnes pour les faire bosser, soit on y va avec l'effet stress et la schlag. Mais dans les deux cas, ce n'est pas durable. Donc en fait, et il y a besoin de les mettre en mouvement. Donc, nous, on le fait concrètement en les accompagnant. Donc, chez Télécom, on les a accompagnés pendant 2 jours, 2 jours et demi. Chez d'autres entreprises, on les a accompagnés en distance pendant 8 sessions de 3 heures pour leur faire vivre de l'intérieur à l'équipe de management et de direction ce que c'est la pratique de la holacratie dans leur contexte et pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce dont on parle et qu'ils puissent le concrétiser au-delà de tout ce qu'ils ont pu intégrer comme fausse croyance mentale, qu'ils ont pu lire à droite et à gauche, qu'ils vont avoir plus de puissance sur l'organisation, plus sur les personnes, sur l'organisation. Et bon, quand vous expliquez les choses simplement et que vous mettez vraiment à répondre à leurs problématiques quotidiennes parce que vous connaissez leur métier, en fait, c'est hyper simple. Tout le monde croit que c'est difficile, mais en fait, c'est hyper simple. Ce qui est plus compliqué, ça va être les collaborateurs. En fait, le vrai enjeu, c'est que les collaborateurs se responsabilisent. C'est vraiment ça qui est difficile dans la durée. Et bon, une fois qu'on a fait ça, on l'a fait chez Tébicom, on l'a fait aussi, on le fait systématiquement. Le management, il est unanime. Enfin, dans tous les cas qu'on accompagne, alors c'est vrai que nous, on ne prospecte pas, donc on attend que les jeunes viennent. Donc, c'est vrai que les gens qui viennent, ils sont assez mûrs sur le sujet. Il est unanime. Je ne l'ai pas encore rencontré parce qu'à condition que vous sachiez répondre à toutes les questions. Dès que vous avez un peu de pratique, ça se fait facilement. Après, la question, c'est surtout pas de partir maintenant. Parce que si vous allez vers un tel système, c'est important que le facteur clé de succès, c'est que tout le monde utilise, s'empare de cet outil, y compris les collaborateurs, qui sont quand même beaucoup plus nombreux que les managers. Il faut mieux espérer. Et du coup, comme ils vont être impactés, affectés par ce nouveau mode de fonctionnement, la moindre des choses, c'est de leur demander leur avis avant. Donc, ce qu'on a fait chez Télécom, Alexandre s'en souvient, on a travaillé avec l'ensemble des collaborateurs par petits groupes, de façon complètement différente, parce qu'ils ne connaissent pas le management. Et holacratie est un outil de management. Donc, comment expliquer un outil de management à des personnes qui n'ont aucune expérience de management? Il faut arrêter, ça n'a pas de sens. Donc, à travers des outils qui sont centrés sur amenez-nous vos problèmes quotidiens et on va vous expliquer comment vous pourriez les traiter si vous avez holacratie de façon extrêmement concrète de chez Pragmatic, qui n'a rien à voir comme approche, parce que le parcours est différent de celui du management. En leur répondant à ces questions et en passant, on a passé 4 heures par petit groupe, 5 heures, 2 sessions de 2h30 quand on le fait en ligne, eh bien, les collaborateurs, à la fin de cette session, de ces 2 sessions de 2h30 ou à la fin de la session de 4 heures en présentiel, vous pouvez leur poser un certain nombre de questions de façon anonyme, que évoquait Alexandre. La première question, c'est est-ce que, selon toi, c'est pertinent que l'entreprise adopte holacratie? Est-ce que ça fait sens par rapport à cette nécessité de changement que tu as entendu parce que la direction est venue expliquer le changement? Et la deuxième question, c'est est-ce que toi, ça fait sens pour toi? Est-ce que tu penses que ça va t'aider à mieux faire ton travail? Et donc, pour qu'ils se forgent, on leur a donné le minimum d'informations à partir de leurs préoccupations, dans leur expérience au quotidien, de ce que c'est pour qu'ils puissent se forger une opinion pour savoir s'ils ont envie d'y aller ou pas. Et puis là, effectivement, s'il y a moins de 90%, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, et même si vous avez juste 90%, il faut regarder. Donc, vous avez en tout cas le management et la direction, avec les résultats de ces sondages, peuvent maintenant légitimement prendre une décision, analyser les risques, certes, mais prendre une décision, ce qui est l'étape d'après. Et puis, une fois que la décision est prise, ce qui était le cas de Tébicom, ils avaient des forts pourcentages, je ne me rappelle plus, mais on était bien au-delà de 90%. Bien du coup, ils ont fait un travail avec nous d'analyse des risques. Et puis après, ils ont dit on y va. Mais avant d'y aller et de lancer les cercles avec la facilitation, quitte à former des facilitateurs, mais avant de lancer les cercles, il y a un travail préparatoire, ce qu'on appelle le travail d'encodage. Là, ça consiste à déjà faire le lien avec les statuts. Ce n'est pas un truc hors sol. On est en train de parler du pouvoir. Le pouvoir, il est décrit légalement
dans les statuts de l'entreprise. Toutes les entreprises ont des statuts, on ne peut pas faire du hors-sol. Donc, créer l'interface entre les statuts et puis le cercle d'ancrage en holacratie. Et puis ensuite, encoder quels sont l'ensemble des cercles de l'entreprise, quels sont les rôles dans les cercles, et tout ça avec un travail qui est éducatif pour que tout à chacun comprenne à la fois ce que c'est qu'un rôle, quelles sont les marges de manœuvre, comment ça fonctionne, et en même temps que ce qui est écrit dans les rôles corresponde à la réalité de ce qu'ils font. Là, la grosse clé de succès, je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a plein de choses à dire, mais la grosse clé de succès, c'est d'encoder la réalité et non pas ce qu'on voudrait, parce que la plupart des entreprises, quand on est là, elles savent déjà ce qu'elles voudraient faire plus tard, mais elles n'ont pas encore acté dans la façon de fonctionner. Donc là, on leur dit, attends, détends-toi, on va encoder la réalité et quand tu auras lancé les cercles, aller vers ce que tu imagines être une amélioration sera facile parce que Holacracy est un outil pour faire ça. Donc, tu vas conduire le changement à ta place. Et donc, faire l'encodage de tous les cercles, il y a des focus, il y a des choses à ne pas louper, comme par exemple bien mettre l'emphase sur rendre explicite l'ensemble des processus RH, qui parlent du recrutement, bien sûr, mais aussi le licenciement, enfin la séparation, mais aussi la paye, enfin la rémunération, etc. etc. Bien encoder aussi la question des autorisations de dépenses ou des autorisations de contracter ou d'investir dans tous les processus financiers. Bien encoder aussi les besoins sociaux, ça c'est oublié tout le temps, souvent. Oui, on a des êtres humains, ce n'est pas une entreprise avec des robots. Et les robots, ils ont des besoins sociaux à nourrir qui ne vont pas directement servir la manifestation de la raison d'être de l'entreprise. Mais comme il y a des êtres humains, si tu veux vraiment que l'entreprise fonctionne et développe et crée de la valeur, c'est nécessaire de nourrir les besoins sociaux des uns et des autres, qui diffèrent d'une entreprise à une autre, qui probablement a été appelée sous le vocable culture, donc, etc. etc. Il y a quelques modules de formation. Et puis, pour que tout le monde soit prêt, avec toute cette nouvelle structure, donc on appelle holarchie, des cercles dans des cercles dans des cercles, des rôles dans des cercles dans des cercles dans des cercles, qui représentent la structure de l'organisation sous un logiciel, Glassrock ou Spirit. Et à ce moment-là seulement, on peut passer à l'étape qui s'appelle la ratification de la Constitution, qui est essentielle, où les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir légal, donc les mandataires sociaux, adoptent comme un roi qui décide de passer à un régime constitutionnel. Alors, à partir de maintenant, je m'engage à respecter moi-même, et tout le monde va respecter de fait aussi, puisqu'il y a un lien de subordination, les règles du jeu de cette constitution. Donc, on passe à un pouvoir constitutionnel, d'un pouvoir hiérarchique à un pouvoir constitutionnel. C'est essentiel. Et maintenant que c'est fait, et qu'en parallèle ont été formées suffisamment de personnes pour être facilitateurs, là, les 5 qu'évoquait Alexandre, pour 60 personnes, du coup, maintenant, on peut lancer les cercles. Merci Bernard-Marie. Donc, il nous reste 5 minutes, donc je vais répondre à la question d'Emmanuel de façon rapide. Vous allez répondre, pardon. Et puis Emmanuel, je vous invite à venir suivre le webinaire qu'on va faire cet après-midi, parce que c'est une question générale sur Holacracy. Elle dit qu'elle ne connaît pas vraiment les principes de Holacracy et a l'impression, à vous écouter tous les deux, que la méthode est très importante et paraît même peut-être rigide. Et ça lui semble à l'opposé de la libération et de l'agilité. Elle demande si elle a bien compris et comment ça se traduit concrètement. Donc, si Alexandre, tu peux étayer, est-ce que vous sentez cette rigidité versus libération et agilité? Puis je vais mettre le lien vers le webinaire de ce soir sur l'holacratie avec la vidéo. Et effectivement, c'est vrai que c'est lié aussi un petit peu au webinaire. Si on ne connaît pas un petit peu les bases, je pense qu'effectivement, suivant ce qui est dit, suivant le retour d'expérience qui est partagé, on peut peut-être ressentir une certaine rigidité. C'est vrai que voilà, on a parlé de ces 2 séances de triage et de gouvernance qui, oui, effectivement, c'est un processus. Donc, qui dit processus, il faut un tout petit peu le suivre. Mais si on sort de ces 2 types-là, on fait référence à quelque chose. C'est vrai que dans une organisation traditionnelle, cette fameuse constitution, on n'en a pas. Donc on peut appeler ça le bon sens, on peut appeler ça comme on veut, mais on n'a pas ce référentiel. De se baser sur cette référence, pour moi, c'est plutôt rendre explicite quelque chose. Je ne sais pas comment faire, ok, je vais m'inspirer de cette constitution. Donc, hormis ces séances, je n'appellerais pas ça vraiment la rigidité. Puis après, voilà, qui dit nouveau système dit effectivement mettre un tout petit peu d'énergie dans la compréhension de l'outil, même si on a dit qu'avant tout, c'est le business qui prédomine et puis il ne faut pas qu'on se jette dans l'outil, loin de là. Et par contre, on a un outil à disposition, ce qu'on n'avait préalablement pas. Donc effectivement, quand de nouveau, on rend un petit peu explicite quelque chose, on peut appeler ça une certaine rigueur, parce qu'à un moment donné, oui, ce qu'on faisait avant, on ne sait pas trop comment, maintenant on a une référence, donc on peut s'y appuyer. Donc
personnellement, en tout cas, après ces X mois passés, tout le monde a parlé un petit peu, dire ah ouais, mais on va faire que des réunions et tout. Non, 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 on va pas faire que des réunions. Non, non, le business ne va pas changer. Nos réunions métiers ne vont pas changer. Non, non. Par contre, maintenant, on peut se référencer à quelque chose. On a rendu explicite une partie de l'organisation. Maintenant, on est tous capables, de par des rôles bien définis et des offres de services, donc ces redevabilités explicites de l'organisation, on a la possibilité de pouvoir les modifier. Donc, je dirais, voilà, ça serait un petit peu mon retour. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais il y a un ensemble de choses en tout cas. Merci Alexandre. On va arrêter là pour cette question. Et puis Bernard-Marie va répondre à votre question, Roland, puisqu'il y a une question, il va y répondre par écrit. On arrive bientôt à la fin du temps qui est alloué et j'ai à cœur de tenir le timing. On organise d'autres webinaires. Donc, on organise régulièrement des webinaires justement sur le management constitutionnel holacratie, donc des webinaires un peu généraux sur présentation holacratie par Bernard-Marie. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y en a un ce soir à 17h, puis il y en a à peu près tous les mois. Vous pouvez regarder sur notre site et vous recevrez l'information par email. En termes de témoignages de dirigeants, donc on reçoit le 8 juillet Blaise Tamasseb, qui sera le directeur de l'organisme, qui est le directeur de l'organisme de formation Monsieur Bricolage, et qui témoignera de sa pratique de holacratie depuis 2 ans. Vous recevrez donc toutes les informations dans l'email qui va suivre. Si vous avez envie d'aller plus loin, votre prochain pas, c'est de suivre un parcours. On organise un parcours 360 degrés management et self-management constitutionnel. C'est un parcours qui se fait en ligne, parcours de formation avec des vidéos et puis des espaces en direct pour expérimenter les différents outils du management constitutionnel de type holacratie. Vous pouvez également suivre la formation de praticien dont a parlé Alexandre pour vous équiper à la facilitation. Là, on a un parcours en ligne et puis on a une version en présentiel. Et puis, si vous souhaitez vous faire accompagner, on a une offre parcours dirigeant qui sera détaillée dans l'email avec Bernard-Marie. C'est une offre sous forme de coaching à distance ou d'accompagnement à distance avec plusieurs séances pour vous aider en fonction de là où vous en êtes dans votre transformation à cheminer et à avoir les prochains pas et comment bien gérer la transformation puisque c'est un sujet qui n'est pas évident, on vient de le voir. Pour terminer, je vous propose un petit tour de clôture en quelques mots sur votre expérience du webinaire, vos apprentissages, un petit peu comme dans les réunions holacratie, tébicratie. Alexandre, ta clôture? J'espère avoir partagé au mieux mon expérience. Donc, j'espère que ça aura en tout cas répondu à quelques questions et puis interrogations ou en tout cas soulevé des intérêts d'aller voir plus loin. Donc, j'espère que le but aura été atteint. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir. C'est vrai que de partager notre expérience, malgré tout, ça nous permet aussi de lever la tête du guidon et puis de pouvoir dire ah ouais, on en est où, on a fait quoi, qu'est-ce qu'on a vécu. Donc ça nous fait aussi du bien de partager nos expériences pour se rendre compte qu'on avance aussi. Donc c'est pas uniquement, on donne pas uniquement, mais on reçoit aussi de par le fait d'y participer. Donc en tout cas, je remercie tout le monde. Merci Bernard-Marie, ta clôture? Oui, ma clôture, je vais la faire sur les 2 dernières questions en même temps. Donc, désolé Roland, j'ai une réponse très courte, mais on peut se connecter pour que j'aille plus loin. C'est le cadre qui libère. Donc, effectivement, on rajoute une dose de complexité en étant en place holacratie. Et pour des bonnes raisons, parce que vous savez qu'on a dépassé le tipping point. Donc, selon le modèle de la théorie du chaos, les entreprises, comme les autres systèmes, vont soit s'effondrer, soit émerger. S'ils émergent, ils vont se retrouver à un niveau de complexité supérieur. Donc, dommage pour ceux qui ne veulent pas se compliquer, c'est juste évident. Le Covid nous l'a montré. Donc, et c'est le cadre qui libère. Et ça répond à la question de Roland parce que ce cadre, il est nécessaire pour éviter que, par exemple, les extravertis dominent la place et projettent sur l'entreprise. Et qu'en fait, il y a un équilibre et que chacun puisse apporter sa juste place sans faire d'ingérence sur l'entreprise. C'est une réponse très très courte pour aller plus loin ce que j'ai fait Roland, mais ça mériterait plus de développement. C'est affreux, c'est en clôture. J'ai adoré vos questions, je vous remercie. Et bien, merci à tous les deux, c'était une expérience très riche. Merci pour votre témoignage. Je me rends compte qu'il faudrait plus d'1h15 pour vous écouter. On refera peut-être un webinaire quand Alexandre vous aurez plus de recul chez Télécom.
Et puis voilà, hâte que les frontières suisses se réouvrent pour qu'on puisse venir vous voir. Et merci à tous les participants pour vos questions. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Salut Alexandre, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.